Le 29 janvier 1946, à 10h du matin, l'aspirant Paul Rosaire, sous-officier de l'armée française, témoigne devant le tribunal militaire de Nuremberg. What is your name? Rosaire, Paul. You swear to speak without hate nor fear, to say the truth, all the truth, only the truth. Raise the right hand and say, I swear. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous avez été fait prisonnier au combat? Oui. En quelle année? Le 14 juin 1940. Vous avez tenté de vous évader? Oui, plusieurs fois. Combien de fois? 5 fois. 5 fois. 5 fois. Entre 1940 et 1945, 30 000 prisonniers de guerre français détenus dans des camps en Allemagne ont tenté de s'évader pour rejoindre la France. Certains seront abattus. Les autres seront transférés en 1942 au Stalag 325, un camp de répression situé à Ravarouchka, en Galicie. Dans cette région de l'Ukraine, où les lois et les coutumes de la guerre n'existent plus, les prisonniers de guerre français seront confrontés à l'extermination des Juifs par la Waffen-SS et les milices ukrainiennes. Grâce aux récits de 8 vétérans centenaires et aux archives en couleur et inédites tournées à Ravarouchka pendant la conquête allemande, l'histoire oubliée du Stalag 325 peut enfin être racontée. 22 juin 1940. 1 875 000 soldats français ont été faits prisonniers par les Allemands. Profitant du chaos de l'exode, quelques milliers de soldats réussissent à s'évader et à rester en France. L'immense troupe de prisonniers est dirigée en train et à pied vers la captivité et vers le Reich qui s'étend de la Lorraine à la Pologne occupée. La Convention de Genève de 1929 a défini le sort des vaincus. Dispensés de travail, les officiers sont enfermés dans des camps appelés Oflag. Les soldats sont parqués dans des camps appelés Stalag. Mais tous ces camps dépendent de la Wehrmacht. Chaque stalag organise son vivier de prisonniers en unités de travail, ou commandos, pour remplacer dans les usines et dans les fermes les Allemands qui poursuivent leur conquête de l'Europe. Un mois après être en Allemagne, j'avais déjà l'intention de ne pas rester. D'autant plus que quelque temps après, on a su l'appel de De Gaulle, mais enfin, ça n'a pas joué, ça. Au départ, c'est l'idée de ne pas se laisser, de ne pas rester en Allemagne, de ne pas rester prisonnier. Moi, je voulais rejoindre De Gaulle. Parce qu'on était jeunes, nous, alors on voulait, et puis surtout, on voulait se venger de ce qui nous avait été fait. S'évader, oui, mais comment? Ils ne parlent pas allemand, ils ne connaissent pas l'Allemagne, mais ils savent se repérer aux étoiles et dessiner des plans. Alors ils vont s'organiser. Alfred Grimaud vole les vêtements d'un cantonnier. Henri Brisson déniche une carte dans un livre de géographie. Maurice Pep, lui, s'adresse en code à sa famille. J'écrivais une lettre qui paraissait toute banale, mais je mettais certains mots, quelques endroits, et je piquais légèrement dessous. Ça ne se voyait pas, mais Gaby, avec sa loupe, elle voyait la petite piqûre. Elle relevait les mots, et finalement, elle avait une phrase. C'est comme ça que je lui ai demandé de m'envoyer une boussole. S'évader d'un camp était utopique, parce que c'était risquer sa vie, alors qu'il n'avait plus de facilité en allant travailler et en partant du lieu de travail. Les commandos, c'était un lieu où si on se tenait bien, il n'y avait qu'à attendre. Mais moi, c'était pas mon truc, hein.
c'est vrai que j'étais comme dans une famille. J'attendais les demoiselles qui m'apportaient le lait de la ferme, et je mesurais et je le donnais. Et bien, il y avait des belles petites filles qui m'apportaient le lait. Alors, la dame me dit, mais pourquoi tu t'évades? Mais pourquoi tu t'évades? T'es fou, mais dis-moi, qu'est-ce qui te manque ici? Mais reste là. Mais je dis, écoute, moi, tu vois, là-bas, 150 km, c'est la Suisse. Hein? Là-bas, c'est la liberté, c'est trop cher. Et puis, de l'autre côté, il y a ma mère qui m'attend. J'ai appris la mort de ma mère le soir qu'on est parti. J'étais effondré, quoi. Mais décidé quand même plus que jamais. Avec mon copain Gégé, on a dit, bon, ben, on y va. On a parti par la fenêtre, on a noué nos draps, et puis on s'est laissé glisser le long de la paroi, et on est parti. Au printemps 1941, l'administration des Stalags commence à signaler à Berlin l'évasion de prisonniers de guerre français. Alien Fournier s'enfuit avec 2 camarades vers la Suisse. Alfred Grimaud se dirige avec 3 copains vers l'Italie, tandis qu'Henri Brisson et ses amis se perdent dans les Alpes et s'enfoncent dans 1 mètre de neige. Tous se croient protégés par la Convention de Genève qui reconnaît aux prisonniers de guerre le droit de s'évader. Au même moment, Hitler rompt le pacte de non-agression signé avec Staline. Le 22 juin 1941, il lance l'opération Barbarossa et attaque sur 3 fronts l'Union soviétique. Escorté par le Einsatzgruppen C, unité mobile d'extermination, la Wehrmacht franchit la ligne de démarcation qui longe la ville de Ravarouchka et s'engouffre en Ukraine. La cavalerie russe qui défend la frontière est submergée. Les Allemands se déploient dans les ruelles de Ravarouchka. Malgré son hôpital et sa gare, cette cité de 30 000 habitants est pauvre et rurale. Les Juifs sont asservis. Les prisonniers de guerre russes sont entassés dans les écuries de leur caserne qui devient le Stalag 325. Durant l'été 1941, les évasions individuelles ou collectives se multiplient. Les milliers de prisonniers de guerre français qui courent les routes en direction des frontières du Reich découvrent, comme le caporal Rémy Gélin, un pays désert. On marchait la nuit sur l'autoroute, sur le bas-côté de l'autoroute. Il y avait très peu de trafic parce que tous les Allemands étaient partis sur le front de l'Est. N'ayant rien à manger depuis un certain temps, on est rentré dans un poulailler, dans un petit pays, on s'était pris de courage pour ainsi dire, et on a pris 6 petits poulets, chacun un petit poulet, et c'est de là qu'on a été pris 2 jours après, parce qu'on faisait du feu pour essayer de les faire cuire. Et de là, on a été arrêté, je vous dis, par 2 Allemands qui connaissaient très très bien le français. Ils nous ont dit, ben, ça fait 8 jours qu'on est en guerre contre la Russie, on est déjà avancé de 800 km. Pour nous, ça a été un espoir malgré tout. Parce qu'on s'est dit, avec la Russie en guerre aussi contre eux, les Allemands ne pourront pas tenir. Le 29 juin 1941, Lvov, capitale de la Galicie, tombe aux mains de la Wehrmacht. Écrasés par le pouvoir soviétique, les Ukrainiens reçoivent les Allemands en libérateurs. Les nazis rebaptisent la ville Lemberg. En ouvrant les prisons, ils découvrent dans les cellules des centaines de cadavres de nationalistes ukrainiens exécutés par le NKVD, police secrète soviétique. À la foule en colère, les Allemands désignent les Juifs comme responsables. Un pogrom éclate. Il durera 3 jours et fera 4000 victimes. Tandis que la Wehrmacht progresse vers Kiev, le Einsatzgruppen C et les milices ukrainiennes
exterminent sur leur passage les Juifs et les partisans communistes. Après chaque carnage, les Einsatzgruppen adressent à Berlin un rapport détaillé de leur tuerie par balles. Capturés par divisions entières, les soldats russes sont décimés derrière les barbelés, par la faim, le typhus ou les balles allemandes. Bien peu trouveront la force de s'évader. On a été arrêtés par une forêt, donc je crois que ça s'appelait la Böhmerwald. On était arrêtés par des gars. Oh, c'était des monstres. Ils avaient des ceinturons de grenades. Ils tenaient une maquille, et ces gars-là, au début, on ne savait pas ce que c'était. Et en réalité, c'était des prisonniers russes qui avaient été ramassés par les Allemands. Et ils étaient dans un camp, donc, à Varsovie, et ils sont évadés une nuit. Mais les gars, ils nous ont fait mettre les mains sur la tête. On est resté là comme ça au moins 1 heure. Cette forêt était vraiment habitée par les maquisards. Alors il est passé un groupe de Juifs, ils étaient 5 ou 6, qui parlaient allemand. Et moi, avec mon peu d'allemand que je savais, on était arrivé à se faire comprendre. Et c'est là qu'ils nous ont reconnus en disant, tiens, c'était un peu les mêmes gars, le même genre que nous. Ils voulaient qu'on reste avec eux. Mais nous, on s'est expliqué, on a dit non, on s'est évadé, on a envie d'entrer chez nous. Je suis repris à Worms, je crois à une 50aine de kilomètres à peu près de la frontière. Là, je fais donc mon premier commando disciplinaire. Les Allemands repèrent les Français à leur allure. Alien Fournier est arrêté à la frontière suisse. Maurice Pep est menotté à Belfort, à 12 km de chez lui. Henri Brisson est rattrapé au Liechtenstein. Ramenés dans leur stalag, les évadés subissent la peine prévue par la Convention de Genève. J'ai fait 3 semaines de prison. C'était 15 jours par évasion, mais comme on avait volé un vélo, on a fait 1 semaine de plus. Et puis après, il y a 3 mois de camp de discipline. On avait à manger tous les 2 jours et on nous faisait prendre des sacs à dos qu'on remplissait de briques et on nous faisait courir autour de la baraque avec un chien aux fesses. L'épouvantable tableau que nous avons tous eu, je veux dire tous les prisonniers français qui se trouvaient dans les stalags d'Allemagne à l'automne et à l'hiver de 41, lorsque sont arrivés les premiers détachements de prisonniers russes. La peau de leur visage n'était même pas jaune, elle était verte. Presque tous louchaient, n'ayant même plus la force d'accommoder. Il en tombait des rangs entiers, une brochette de 5 hommes. Les Allemands se précipitaient et frappaient à coups de crosse, à coups de cravache. Voyant cela, tous les Français se sont mis à pousser des hurlements. La guerre redouble d'intensité. Le 7 décembre 1941, la Wehrmacht encercle Stalingrad. Et le 11, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Le nombre croissant d'évasions alarme le haut commandement allemand. Ordre est donné de transférer les évadés récidivistes repris aux frontières du Reich dans un camp de répression à l'Est. Les Allemands, pour eux, ça leur causait des problèmes, les évasions. Ça mobilise du monde. Vous comprenez? Donc il faut éliminer ceux qui sèment cette perturbation. Ils avaient fait paraître dans tous les stalags des affiches disant « S'évader n'est plus un sport ». Les endroits où les camarades essayaient de s'évader le plus quand ils étaient en corvée, c'est les endroits où un bois se trouvait à 200 ou 300 mètres. Et c'est là que bien souvent, ils se faisaient tuer dans cette partie-là.
Il y avait 3 prisonniers qui tenaient les bouteillons et ils avaient décidé qu'avant de rentrer au commando, ils laisseraient tout tomber, il y avait un petit bois à côté et qu'ils partiraient tous en courant. C'était de la folie. Et ça n'a pas manqué. Manque de chance. La sentinelle était un tireur d'élite. Comme un lapin. Le camarade était à une centaine de mètres. Et tous les 3 en train de s'échapper par le bois. Il y en a un qui a été abattu. Comme un lapin à la chasse. Il s'appelait Côté, il était de Lyon. Il avait 23 ans. Ouais, tout c'était... On était tous là à voir le spectacle. Ils avaient l'ordre de nous tirer dessus en cas d'évasion. Mais enfin, non, la liberté, c'est plus fort que tout. Hein. Les stalags de Ludwigsburg, Limburg et Düren, proches de la frontière, vont regrouper en secret les évadés français. Alien Fournier, qui s'est évadé en mars 1942, échoue à Ludwigsburg, où 900 évadés français croupissent dans une baraque en attendant leur sort. Les sentinelles confisquent les objets des évadés, leurs vêtements et leurs chaussures. On n'avait ni quoi boire, ni quoi manger, rien, on n'avait plus rien. Même pas une musette, rien. Ils nous ont distribué des claquettes, un peu ça. Et on marchait dans la neige avec ça. C'est fini, après, il n'est plus question de s'évader avec des sabots de bois, c'est impossible. Le 5 avril 1942, 2000 prisonniers de guerre français forment le premier convoi envoyé à Ravarouchka. Alien Fournier est parmi eux. Les Allemands qui ont laissé dépérir 18 000 prisonniers de guerre russes dans le Stalag 325 ont l'intention de réserver le même sort aux évadés français. À 60 par wagon, on était les uns sur les autres, on peut dire. Et on est resté 7 jours dans ce train. On a fait une halte en Silésie, à Sagan. Et il y avait des prisonniers français qui étaient dans le camp, qui nous ont vus passer. Ils nous ont fait une haie là, tout le long. Mariani, il a entamé la Marseillaise juste au moment où on passait par le portail de sortie. Et les autres nous ont commencé à chanter la Marseillaise. Mais l'officier allemand, il a sorti son pétard, il a tapé. À droite, à gauche, Mariani, il a attrapé, il avait une tête comme ça, le pauvre. On avait fait 3 groupes de 20 et qui pouvaient se coucher. Alors, il y en avait 40 qui se serraient un peu plus pour qu'il y en ait 20 qui puissent s'étendre, parce qu'on n'aurait pas pu rester 7 jours debout comme ça. Ça criait, ta gueule, essayez la ferme et laisse dormir. Mais dormir, on ne pouvait pas dormir. Il y en a un qui s'est trouvé avoir passé un couteau, parce qu'il y a eu des fouilles, mais je ne sais pas comment il l'avait passé, un couteau suisse. Alors il a réussi à faire le tour de la plaque en sciant. Il y en a 10 qui ont pu sauter. Si on avait été beaucoup plus loin, il ne serait pas resté dans le wagon. Le capitaine, il était foudrage, il a dit, mais je vous amènerai jusqu'au bout et il n'y aura pas de voyage retour. Le train s'est arrêté en gare de Cracovie. C'est là qu'on a commencé à voir des pendus. Il y avait 7 pendus sous la marquise de la gare. Puis on en a vu des pendus. Après, il y en avait dans les herbes, il y en avait un peu partout. Ils en ont fait du boulot là-bas. Notre train s'est arrêté, je ne sais pas, peut-être pour laisser passer d'autres. On a vu le village rassemblé, les hommes d'un côté, les femmes et les gosses de l'autre, et le village qui est en train de brûler.
On est arrivé à Rabarouska, le train ne s'est pas arrêté à la gare. Il s'est arrêté en face l'entrée du camp. On a eu 100 mètres à faire. Bordé au sud par une forêt et à l'ouest par la ville de Ravarouchka, le Stalag 325 est formé de 4 blocs et de 4 écuries dispersées sur 36 hectares de terrain. Les plus fortes têtes françaises et belges y seront réunies. Une population hétéroclite, formée de médecins juifs, d'artistes, de mineurs du Nord, de voyous, de mystiques et de prêtres, tous évadés récidivistes, saboteurs ou réfractaires au travail. Entre 18 et 25 000 soldats français et 411 belges seront enfermés au Stalag 325. 371 prisonniers de guerre périront en terre ukrainienne. Les plus valides de porter les autres, on est arrivé au camp. On tombait par terre comme des sacs de pommes de terre. Et les Allemands qui étaient là, on savait qu'il y a un convoi qui allait arriver. On avait une lignée de 16 armés avec des mitraillettes, puis qui nous poussaient, qui nous bousculaient. Il y avait des gardes à l'entrée, et des gardes au coin, et puis des miradors. C'était pas un camp de travail, c'était pas non plus un camp d'extermination, mais c'était un camp de répression. Ils nous ont fait poireauter pendant une demi-journée, debout bien sûr. Ils nous ont apporté des lessiveuses de boissons, c'est-à-dire que c'était de l'eau bouillie avec des branches de sapin comme légumes. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait signe de loin, et puis je l'ai reconnu. C'était un camarade de régiment. C'était Mathias de Reims, qui était là avant moi. Et lui, il m'a lancé, par-dessus l'épaule des Allemands, il m'a lancé une boîte de conserve, vide, pour que je puisse avoir cette soupe-là. Le camp n'était pas illuminé le soir. C'était noir. Il n'y avait que le tour du camp qui était illuminé. Nous sommes dirigés vers les écuries que les Russes avaient faites. Il y avait un muret en bas, et autrement, tout le reste était en bois. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de lumière. Et il y avait 3 rayonnages. Alors moi, j'avais réussi, j'ai grimpé tout de suite au-dessus, au 3e, parce que là, vous avez plus d'air. C'est un peu chacun pour soi, là. Les derniers Russes, il y avait quelques rescapés, mais enfin, ils les ont évacués ou ils les ont tués, puis ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. On a trouvé du sang sur les murs. Ils en avaient tué là, dans les bâtiments. Et il y avait une charrette qui passait tous les matins, ramasser le cadavre. C'est les Juifs qui les portaient à la fosse commune. Les fosses communes étaient dans la forêt à 400 mètres. Il restait des poux dans les vêtements qu'ils avaient laissés, les Russes. On était couverts de poux. Alors nous, on dit, mais si on mettait un peu de chlore sur notre couche, et les poux disparaîtraient aussi. Alors nous en avons répandu légèrement. La première nuit, on a dormi. C'était merveilleux parce que on a bien dormi, on n'était pas mangé par la vermine. La deuxième aussi. Mais la troisième nuit, quand on s'est réveillé le matin, on ne pouvait plus parler. Et on a compris tout de suite que c'est le chlore qui nous avait brûlé les cordes vocales. Il y avait un robinet dans le camp. Il était ouvert de 4 heures du matin à 8 heures. Il faut se lever de bonne heure. Hein. Puis il y avait toujours des queues, puis on arrivait souvent, il était fermé. À un moment où il faisait chaud, le matin, on avait tellement soif
vous croirez si vous voulez, on léchait la buée sur les tôles. Le capitaine de camp qui disait ça une fois. Il dit, les Français, il n'y a pas moyen de les faire crever. Au début, on cherchait de la nourriture dans l'herbe, parce que il y avait de l'herbe dans le camp au départ, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y avait même des petits oignons sauvages, gros comme un petit pois. Et c'était très recherché. On ne réalisait pas qu'on pouvait mourir. On ne réalisait pas qu'on pouvait mourir. Et il y en a qui mouraient. Le séjour au Straflager de Ravarouska comportait une chose plus terrible que ce que nous, prisonniers, avons vu et souffert. Nous étions obsédés par ce que nous savions qui se passait tout autour de nous. Les Allemands avaient transformé la région de Lemberg-Ravarouska en une espèce d'énorme ghetto. On avait amené dans cette région où les Israélites étaient déjà nombreux, des Juifs de tous les pays d'Europe. Il y avait beaucoup de Juifs à Ravarouska. Et alors, ils étaient persécutés, partout persécutés. Et ils nous le disaient, les Allemands eux-mêmes. Hein. Jude. Non, ils les traitaient de Jude, et puis on le savait, parce que c'était la population du coin. C'était la population. D'ailleurs, il n'y a que les Juifs qui ramassaient. Il n'y a que les Juifs qui voulaient exterminer. Il les faisait travailler, les juifs du ghetto là-bas. Moi, j'ai travaillé avec eux d'ailleurs, parce que les routes, il n'y en avait presque pas. Ravarouska, c'était la rue principale, c'était un chemin de terre. Alors, il en fait faire des routes aux juifs, puis à nous aussi, bien sûr. On travaillait ensemble, mais on n'avait pas le droit de se parler. Épouvantés par la violence qui règne autour du Stalag 325, les prisonniers de guerre français surnomment Ravarouchka le bordel du diable. Il y avait une grande place de l'appel. Au moment où il a commencé à pleuvoir, c'était une vraie bouillabaisse. Les Allemands ont eu un changement d'officier qui salissait ses bottes quand il venait au rassemblement. Alors il a voulu que ça cesse. Il a fait venir les paysans des environs avec leur attelage pour empirer la place d'Appel avec des résidus de cimetière. Les Juifs, ils avaient des pierres tombales qui faisaient 2 mètres de haut. Il y avait une corvée qui était chargée de sortir ces pierres. Il les cassait, il faisait des routes avec. Moi, j'étais dans le coup. On nous a donné des marteaux, etc., pour casser les stèles et le ramener sur la place d'Appel. Et là-bas, nous avons d'autres camarades qui étaient chargés de casser tous ces morceaux
avec des marteaux de menuisier. Tous les cimetières juifs ont été démolis, ou à peu près. Les taux des Allemands se resserrent autour des ghettos. Le 19 juillet 1942, Heinrich Himmler, chef suprême des SS, donne 1 an à Fritz Katzmann, lieutenant général de la police de Lemberg, pour anéantir la population juive de Galicie. Katzmann exécutera ses ordres en 6 mois. On a vu des juifs qui s'étaient plus ou moins révoltés, on les a emmenés en bordure de la forêt, on les a fait faire une grande excavation. Et alors, on les a fait se placer autour, puis à la mitrailleuse, on les a tués et ils tombaient dans la fosse. On n'avait plus que la terre à remettre par-dessus. Vous avez vu ça de vos J'ai vu ça. De vos yeux vus? Oui, de mes yeux vus. Ça a été à plusieurs reprises. Et parmi les gens de Ravarouska, c'était la menace. Vous allez aller à la forêt. On savait ce que ça voulait dire. Dans la nuit, on a entendu mitrailler, et on entendait ça hurler, ça criait, et on a bien pensé que c'était un massacre. Les Allemands font sortir les gens de leur maison, et ils tirent, ils tuent. Ça paraît extraordinaire, parce que pour moi, les Allemands, ce sont des gens comme les autres, comme nous. Une nuit, en juillet 42, nous avons entendu des rafales de mitraillettes toute la nuit, des hurlements de femmes, d'enfants. Le lendemain matin, des bandes de soldats allemands parcouraient les seigles au bord même de notre camp, la baïonnette basse, et cherchant des gens cachés. Ceux de nos camarades qui sont sortis ce jour-là pour le travail nous ont rapporté avoir vu des morts partout en ville, dans les ruisseaux, dans les granges, dans les maisons. Certains de nos gardiens qui avaient participé à l'opération nous ont complaisamment expliqué que 2000 juifs avaient été tués cette nuit-là, sous le prétexte que 2 SS avaient été assassinés dans la région. Vos camps étaient alors surveillés par l'armée allemande ou par des SS? Par la Wehrmacht. Nous étions à travailler sur le ballast. Et alors, il est passé un train, et alors, dans ce train, il y avait toutes sortes de personnes, et il y avait surtout des enfants, et des enfants qui pleuraient. Alors vraiment, on s'est posé des questions. On a vu des femmes passer la tête de leur bébé par la lucarne pour les faire respirer. Et ça, ils s'en allaient à Belzec. 17 kilomètres séparent Ravarouchka du camp d'extermination de Belzec. Les cheminots ukrainiens déclarent aux Français que les Juifs enfermés dans les trains vont au ciel. Entre mars et décembre 1942, 500 000 Juifs, hommes, femmes et enfants, seront gazés à Belzec. Le ghetto de Ravarouska, d'après qu'au mois de décembre, il y avait de Juifs. Tous. On était absolument écœurés, mais surtout, on avait comme, je dirais, préoccupation de se conserver nous-mêmes. En juillet 1942, comme la Croix-Rouge insiste pour visiter le Stalag 325, le commandant du camp se dépêche de donner au lieu un aspect conforme aux règles de la Convention de Genève. Il fait planter de la pelouse, garde 3000 prisonniers au Stalag 325
et disperse les 15 000 autres dans 40 sous-camps répartis à une distance de 50 à 600 km du camp mère. Le caporal Jean-Baptiste Canonici falsifie son livret militaire et se prétend sergent. Les Allemands l'envoient dans le sous-camp de Kobierzyn, réservé aux officiers. Établis à proximité des ghettos et d'un nœud ferroviaire, ces sous-camps sont l'œil du cyclone, au cœur du triangle de la mort, délimité par les camps d'extermination de Treblinka, Auschwitz, Sobibor et Belzec. Le 16 août 1942, les médecins suisses Marty et Masset visitent le stalag, puis rédigent un rapport en 36 points qui indique état des vêtements déplorable, locaux insalubres, une seule bouche à eau pour tout le camp. Les médecins précisent que le commandant a ordonné aux sentinelles de faire usage de leurs armes en cas d'évasion. Les médecins promettent des colis de nourriture et prennent congé des prisonniers. Les deux Suisses quitteront l'Ukraine sans avoir été informés qu'à 80 km de Ravarouchka, les prisonniers du sous-camp de Dzerzhiniec ont organisé une spectaculaire évasion, la plus importante en Europe occupée, la plus dramatique aussi. De là-bas, c'est là que je suis parti à Dzerzhiniec. Le commando, c'était 500. Moi, j'étais dans les premiers parce que nous étions des volontaires. Pour dire, tiens, c'est un chantier un peu en dehors, on va pouvoir peut-être s'évader. On construisait une route un peu à l'extérieur, on cassait des cailloux. C'était un grand chantier, hein, Dzerzhiniec. On rentrait dans le camp, côté gauche, 5 baraques, toutes occupées par les prisonniers. Moi, j'occupais donc la 5e au fond. Il y avait donc un deuxième camp. Et les Miradors, ils étaient là, dans la dernière baraque, entre les deux camps. C'est là où ils amenaient les futurs tués, là, les Juifs. Ils arrivaient à plein camion, là, puis on les débarquait, là, et ils restaient là un jour, puis le lendemain, on les emmenait à l'abattoir. Ces transferts-là, ça se passait la nuit souvent. On entendait des coups de feu, et puis des gens criaient de partout. On a dit, on ne va pas pouvoir rester là, nous. Il faut trouver une combine. Avec Gégère, puis le gars du Nord, ils avaient dit, ah oui, c'est possible, on va faire un tunnel, et puis on va essayer de ficher le camp. On a commencé à travailler, il y avait 3 jours qu'on était là-bas, hein, pas plus. Hein. Et les volontaires, quand on rentrait du chantier, allaient au boulot. D'abord, on fait un puits de 2 mètres de profondeur, hein. Un puits. Et puis après, il commence à l'horizontale. Je sais pas, il devait y avoir une 15aine de mètres. Il fallait pas tellement être grand, parce qu'autrement, il fallait baisser la tête. Je surveillais les Allemands, moi. J'étais gardien des gardiens, parce que comme j'habitais la dernière baraque, et puis que le tunnel est commencé là, alors, quand il y avait une sentinelle à l'horizon, moi, je tapais contre la cloison pour leur dire arrêtez le travail. Il fallait étayer au fur et à mesure, hein, parce que c'était la terre un peu mollasse là-bas. Si les Allemands étaient venus vraiment fouiller, ils auraient bien vu qu'il y avait bientôt plus de planches à la maison. On avait fabriqué une espèce de boîte avec les planches qu'on avait récoltées, et puis on tirait avec une ficelle. Et vous savez, les baraques, elles étaient à peu près à 20 cm du sol. Hein. Alors on mettait les gravats sur le bord, là, vous comprenez. Nous arrivons à Dzerzhiniec, et pas le lendemain, mais probablement le surlendemain, j'apprends qu'un tunnel a été fait et que ce sera pour cette nuit de départ. J'apprends ça, j'ai pas participé aux travaux. Et là, la chance que j'ai eue, c'est d'arriver au bon moment, au bon endroit.
Dans la nuit du 12 au 13 août 1942, comme les sentinelles s'enivrent et chantent à tue-tête, 93 prisonniers français profitent de leur ivresse pour s'évader par le tunnel. Quand on pense à un tunnel, on se dit, il va sortir derrière les barbelés, mais là non. Il sortait devant les barbelés. C'est là où Gégère avait récupéré la cisaille et était parti le premier pour couper les fils de fer pour qu'on puisse sortir du deuxième camp, le camp des Juifs, là. On voyait parfaitement dans la nuit, parce que le Mirador était éclairé au niveau de la sentinelle qui était dans le Mirador. On voyait la sentinelle et son fusil. Moi, j'ai ça en mémoire. On ne savait pas qu'on était 93, hein, là. Gégère qui devait venir avec nous, et lui, il n'est pas venu avec nous, il est resté jusqu'à la fin. Il aidait même à aller chercher dans le tunnel là, ceux qui étaient déjà fatigués, et puis il est parti dans les derniers, quand il a vu que ça se passait bien. Il y a eu la chasse à l'homme, il y en a un groupe de 4, on est sûr, qui se sont fait trouver là, donc pas loin, par une équipe d'Allemands. Alors ces 4-là, d'après ce qu'on a su, ils ont été carrément abattus, hein. Abattus sur place. Le caporal Rémy Gélin et son camarade Bernard Lallet réussissent à atteindre Varsovie. Aidés par la Croix-Rouge polonaise, ils se faufilent dans un train qui roule vers Paris. Ils débarqueront à la gare du Nord le 12 septembre 1942. Le voyage vers Dignès, la gare du Nord, je l'ai fait des centaines de fois dans ma tête. Après. Raymond Dunant, Gilbert Gégère et leurs camarades sont capturés et ramenés à Ravarouchka. On s'est fait ramasser, c'était le 14e jour qu'on était dehors, qu'on vivait chez les Polonais, que les soirs à tomber de nuit, on s'approchait des fermes. Oh, les pauvres, ils n'avaient pas grand-chose à manger, mais souvent ils nous donnaient une pomme de terre cuite en des champs. Et avec Gégère, parce que j'étais donc avec Gégère en prison, on avait mangé tous les biscuits qu'ils nous ont donnés. Moi, j'ai dit, ça y est, c'est ma dernière nuit. Je croyais passer la casserole. J'ai mangé, je crois, 64 biscuits de guerre. Tout à la filée. On avait tellement faim. Et puis après, quand on a bu de l'eau, ça a dû gonfler dans les intérieurs. Et puis dans la nuit, je ne pouvais plus dormir. Je croyais mon dernier moment arriver. Mais 64, je m'étais souvenu du tarif, 64 biscuits de guerre. Et Gégère, il en avait mangé un de moins que moi, je crois. Et il est sur la terre ukrainienne, un bataillon dont les soldats sont tous des gars qu'on passe du Dred. Les évadés, oui, nous voilà, et nous voilà. J'ai été envoyé après à Zlokzov. C'était une citadelle. La citadelle, c'est un grand bâtiment qui est entouré d'une butte de terre tout autour. Ça a été le seul camp où il y avait des Juifs avec nous. Le principal travail, c'était de bourrer les traverses, parce que par le passage des trains, les traverses, à force de travailler, les cailloux, ils s'en vont un petit peu en côté. Et après, ça s'affaisse un peu. Alors pour éviter, on rebourrait les traverses quoi, de cailloux. On était 500. Il y avait 10 chambres de 50. Au premier étage, c'est nous. Et puis au rez-de-chaussée, c'était les Juifs. Il y avait 500 Juifs déportés. On n'avait pas le même traitement. Les Juifs étaient rassemblés avant nous le matin. Il y en avait généralement toujours un
qui restaient sur le carreau pendant le rassemblement. Un qui bougeait ou quoi, il recevait une panne dans la tempe, puis dans la nuque, puis c'était fini. Quand il y avait un arrivage d'une dizaine ou d'une vingtaine, puis qu'il n'y avait plus de place, ben, il fallait qu'ils suppriment ceux qui étaient les plus arrivés les premiers. Ils allaient les fusiller dans le bois. On entendait les rafales. Quand on les voyait partir, et puis qui revenaient moins nombreux, ben, on disait, ça y est, on les reverra plus. On a vu aussi des petits gosses de 8-10 ans, enfin, quand on sortait, parce que de temps en temps, ils étaient obligés d'ouvrir la porte aussi pour prendre une personne ou n'importe, pour taper dessus. Alors les petits en profitaient pour essayer de venir dans les couloirs, et puis ils nous tendaient la main, mais on n'avait rien à manger nous-mêmes, on ne pouvait pas leur donner quoi que ce soit. Un jour, ils en ont tué une soixantaine. Ils les ont pris pour les mettre contre une butte. Ils en ont tué 10. Ils en ont pris 10 autres qui attendaient, là, qui voyaient tout, pour les tuer à leur tour. 6 fois comme ça, quoi. Et la dernière fois, il y avait une femme qui avait son gosse dans les bras, qui avait peut-être 8-10 mois, enfin, qui ne marchait pas encore. Ils l'ont arraché, ils se l'ont jeté comme une balle, puis après ils l'ont jeté au pied de la mer, et puis là, ils l'ont tué. Ça, je le certifie. Ça, les massacres qu'ils faisaient, bon, j'ai pas assisté à des milliers, mais peut-être à une centaine, 200, qui ramassaient et qui tuaient par petits groupes, en attendant de remplir la pièce et de recommencer. Les Juifs, ils étaient exterminés, et eux, c'était écrit pour eux. Je suis parti à Stry. C'est là que je travaillais dans les chemins de fer, dans un atelier. C'est un bâtiment anciennement militaire, donc c'est bien. Hein. Contrairement à avant, où il y avait plus de 1000 dans la même pièce, là, il y en avait 50. C'était tellement silencieux que les gens n'osaient même pas parler. Mais c'était beaucoup plus sévère. Le 14 août, au commando de Stry, une corvée d'une vingtaine de prisonniers, accompagnés de plusieurs gardiens, se rendait au travail. Je vous demande pardon. Il s'agit de prisonniers de guerre français. De prisonniers de guerre français, longeant un bois. Le sous-officier allemand, qui, depuis quelque temps, poursuivait 2 d'entre eux, Pierrel et Ondi Viella, les entraîna dans le bois. Il en a blessé un, d'abord, puis l'autre, il est parti. Puis il a fait le tour des wagons, puis la sentinelle, lui, il a suivi, et le gars, il est revenu vers son copain, s'était mis à genoux à côté, puis l'autre qui saignait, et il le prenait, il l'embrassait. C'était des images, hein. Puis l'autre qui arrive avec son fusil, il met le fusil. Il y a celui qui protégeait ceux qui étaient blessés. Je vois toujours son visage. Il a vu qu'il allait mourir. Et j'ai vu son visage se transformer. Paf, tac, fini. Au matin du 7 juin 1943, à peine arrivés au chantier de chemin de fer vers les 7 heures, les Français et leurs gardiens sont surpris par la fusillade qui se déroule dans le cimetière juif de Strige. Grimpés sur une pile de planches, ils surprennent une scène effroyable. Les Juifs sont transportés en camion jusqu'au lieu de leur exécution. Les camions se relaient sans arrêt.
Et pendant qu'on fusille tout nus les Juifs d'un convoi, ceux du camion suivant reçoivent l'ordre de se dévêtir entièrement. Ininterrompue, la fusillade dure jusqu'à 1h de l'après-midi. Les mêmes scènes se reproduisent les 17 et 25 juin et le 12 juillet 1943. La nuit, on a entendu tirer, ça tirait. Puis on savait bien ce qui se passait. Puis c'est le lendemain, en allant travailler, puisqu'on travaillait sur des wagons, on a vu qu'il fallait faire attention pour ne pas marcher sur les personnes tuées. Vous savez, ça fait de l'effet. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a tout. L'heure des revers a sonné pour l'Allemagne. La Wehrmacht a capitulé à Stalingrad, qui devient le symbole de la résistance. Ni shag ou nazat, pas un pas en arrière. Le mot d'ordre de Staline a été entendu par le peuple russe. Devant la caserne, un soldat allemand qui monte la garde. Ah, que c'est embêtant. On lui demande pourquoi pleures-tu? Il nous répond on est foutu. On a les Russes au cul. On a les Russes au cul. La guerre avait tourné de face. C'était eux qui dérouillaient. Les Allemands avaient peur qu'on ne tombe aux mains des Russes. En janvier 1943, les nazis démantèlent le Stalag 325 de Ravarouchka. Des milliers de prisonniers français sont évacués vers les sous-camps de Lemberg et de Strige, tandis que des milliers d'autres, plus chanceux, sont renvoyés en Allemagne convoi après convoi. Pour tous ces témoins de la barbarie nazie, la douloureuse captivité en terre d'Ukraine s'achève. Quand on nous a annoncé qu'il y a un train qui rentrait sur l'Allemagne, qu'on devait faire, on en faisait partie, on n'avait pas besoin de fermer les portes du wagon à clé. La porte du wagon était ouverte, mais personne n'a sauté. Tellement les gens étaient contents de rentrer en Allemagne. Raymond Dunant est transféré à Düsseldorf, Maurice Pep ira à Dortmund, Henri Brisson est déplacé à Berlin puis à Brême. On nous a ramenés, mais pas dans les stalags. Je suis allé à Munich, dans des bataillons BAB, et on était chargé de relever les morts et les blessés sous les bombardements des Américains et des Anglais et des Français. J'étais d'abord dans les commandos en Poméranie. Là, ils avaient des esclaves, c'était des Polonais et des Russes. Et puis nous, on est arrivés de Ravarouchka et on était des mecs, commençant tous, ils n'étaient pas contents de nous voir venir parce que n'étaient pas capables de travailler. Tellement on était des squelettes, quoi. Les derniers temps, j'avais été versé dans une équipe de vétriers-couvreurs. On changeait de ville souvent. On était des bataillons volants, on réparait les baraques cassées par les bombardements. Alors c'est pour ça qu'on arrivait à avoir des casse-croûtes, des fois, des Allemandes qui venaient pleurnicher. Alors on allait leur remplacer un carreau, ou bien quelques tuiles sur leur toit, et puis on touchait un casse-croûte. À peine revenus au cœur du Reich, les insoumis de Ravarouchka, bien décidés à prouver qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots, vont poursuivre leurs évasions. Les trains de permissionnaires allemands qui venaient d'Annecy-Brest tous les jours, ils emmenaient ceux qui s'étaient reposés, puis ils ramenaient les autres. Je me suis mis dans l'alignement du train pour essayer d'arriver par derrière qu'on me voie le moins possible. Et j'ai réussi à me mettre en dessous. Et je suis resté 21h30 sous un train
sur une barre de fer qui était grosse comme ça, allongée. Je suis arrivé en 43, moi seulement, au mois d'octobre 43. Au même moment, l'aspirant Jean-René Richard réussit à s'évader de la citadelle de Lemberg. Il se donne à peine le temps d'embrasser sa femme et sa petite-fille et rédige sur le champ un rapport de 6 pages pour alerter la Croix-Rouge sur le sort des Juifs de Galicie et la liquidation du ghetto de Lvov le 25 mai 1943. Ce rapport sera classé très secret. Il écrit « Nous avons vu des gardes ukrainiens sur la voie ferrée couvrant le ghetto, pendant que d'autres Ukrainiens et des gendarmes pénétraient dans les rues et commençaient le massacre. Cette fois, les Juifs résistèrent dans un îlot de maisons proche de l'hôpital. Pendant 8 heures, ce fut une vraie bataille. J'ai vu, derrière des barricades de jardin, de véritables monceaux de cadavres. » Le 13 janvier 1944, les Allemands, en pleine débâcle, ferment les sous-camps de Lemberg et de Strige. Les derniers prisonniers de guerre français quittent enfin l'Ukraine. 2 mois plus tard, le sergent-chef Ernest Martin s'évade du stalag de Francfort et gagne le maquis de l'Ain. Le 25 août 1944, 4 années d'occupation s'achèvent à Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Mais la guerre n'est pas finie. 1 million de soldats français sont encore prisonniers en Allemagne. Les villes allemandes tombent une à une. Les stalags s'ouvrent. Les camps d'extermination sont libérés et le monde découvre l'ampleur du génocide des Juifs. Berlin, assiégé par les Russes, résiste jusqu'au 2 mai 1945. Le 8 mai, l'Allemagne capitule sans condition. Alien Fournier et Maurice Pep ont réussi leur 5e évasion en avril 1945. Alfred Grimaud, déplacé à Berchtesgaden, négocie avec le maire de la ville les rations données aux prisonniers de guerre français. Raymond Dunant est installé par les Américains dans la maison de dignitaires nazis en attendant d'être rapatrié. Dès que je suis rentré, ça a été fini. On est ensemble, on tourne la page, m'a dit Gabi. Et on n'a jamais reparlé de cela. Jamais. J'étais là, au bureau de recrutement. Et comme j'avais passé 5 ans en captivité, j'étais caporal, il dit, vous êtes sergent-chef, mais vous partez en Indochine. Alors j'ai dit, écoutez, je sors du purgatoire, je ne vais pas aller en enfer. Hein. J'ai refusé. Je crois que je suis un des derniers rescapés du premier convoi. Il doit passer beaucoup. C'est une vie gâchée. J'ai passé toute ma jeunesse comme ça, moi. Je suis parti au régiment à 21 ans. Je suis revenu, j'avais 30 ans. On a souvent chanté des chansons qui étaient contre les Allemands quand on est rentré. Mais tout doucement, ça s'efface. Et puis après, on oublie, je sais pas, j'en sais rien. Mais on disait pas tellement les Allemands. On disait les Schleux. Et puis voilà, quoi, c'était notre mot. Les Schleux. À 200 mètres du camp, la forêt est gorgée de morts. Un monument a été érigé sur les fosses communes des Russes. Les corps des Français seront rapatriés en 1970.
les 17 500 juifs de Ravarouchka abattus par les SS reposent sous le couvert des arbres. Jusqu'à ce jour, aucun nom, aucun signe ne vient rappeler leurs souvenirs. Jamais nous n'oublierons ces petits visages d'enfants dont les corps se transformèrent en volutes.